Un sujet a rarement généré autant de polémiques, d'agressivité, de récusation que celui des gaz et des pétroles de schiste. Pourtant, cet ouragan socio-médiatique ne repose sur aucun incident sanitaire, sécuritaire ou environnemental avéré. C'est donc ailleurs qu'il faut chercher les raisons de cette levée de bouclier. Tout objet, projet, action, processus ou même personne représente un danger potentiel. Ainsi peut-on s'électrocuter avec un ordinateur, le bâtiment dans lequel on travaille peut s'effondrer, un avion peut s'abîmer en vol. Accepter un danger passe par la notion de risque qui associe à un incident potentiel d'une part sa gravité et d'autre part sa probabilité d'avoir lieu. Autant la gravité est objective et palpable, autant la probabilité implique une dimension humaine et subjective qui s'appelle la confiance. Ainsi accepte-t-on de prendre l'avion ou de placer son argent en banque car on a une confiance suffisante en la compagnie aérienne ou en son banquier. Perdre confiance, c'est refuser la probabilité d'occurrence, c'est réclamer le risque zéro en s'abritant derrière le fameux principe dit de précaution. Le danger cesse alors d'être un risque, il devient une menace. Contrairement au risque qui est un rapport rationnel au danger, la menace est une approche irrationnelle du danger. 3 raisons principales peuvent provoquer le basculement du risque vers la menace. Le premier, ce sont les faits. Ainsi, la mort d'un proche dans un accident d'avion, la faillite d'une banque, un attentat terroriste dans le métro ou une pollution qui touche directement une activité économique sont-ils des facteurs déclenchants. De même, les crises sanitaires de ces 20 dernières années ont largement contribué à déplacer le risque vers la menace. Aucun fait probant ne justifie aujourd'hui le ressentiment d'une menace vis-à-vis des gaz et des pétroles de schiste et de la fracturation hydraulique. Il faut donc bien chercher ailleurs les raisons de cette levée de bouclier. L'accès instantané à l'information via les médias et Internet se nourrit la plupart du temps de jugements hâtifs dénués de preuves, de témoignages émotionnels, d'images chocs, de déclarations alarmistes et d'allégations mensongères. Aux faits réels se substituent des mythes qui deviennent progressivement réalité dans l'imaginaire collectif. Cette manipulation de l'information induit une perception irrationnelle du danger et contribue bien souvent, finalement bien plus que les faits, à déplacer le risque vers la menace. Ainsi, le fameux film Gazland et son image choc du robinet en feu ont-ils produit un effet sidérant sur l'opinion publique, alors que pourtant la scène a été tournée dans une région où il n'y a jamais eu aucune exploitation de gaz et de pétrole de schiste. Mais peu importe le mensonge et la manipulation, l'allégorie va embraser le public et ancrer dans l'imaginaire collectif que la fracturation hydraulique pollue sans distinction tous les aquifères d'eau potable de la planète. Au-delà des faits ou des manipulations, un vocabulaire mal adapté peut aussi être ressenti par le profane comme anxiogène et provoquer le basculement du risque vers la menace. Ainsi, fracturer hydrauliquement la roche-mère induit dans l'imaginaire du profane à la fois une menace frontale, l'image cataclysmique de la Terre qui s'ouvre sous nos pieds, mais aussi une menace diffuse associée à un fluide gorgé de substances dangereuses qui, après avoir été injecté dans le sous-sol, en ressortira un jour pour menacer la vie de nos enfants. Aussi est-il indispensable d'expliquer avec pédagogie et transparence ce qui relève du réel et de l'imaginaire. Pour ce faire, on classera les problématiques en 3 grandes catégories. La première sont les nuisances, qui sont des événements pratiquement certains, mais de faible gravité. Le second, les risques proprement dits, sont des événements de gravité moyenne et de faible probabilité. Enfin, les mythes associés à une forte gravité ont une probabilité d'occurrence extrêmement faible, voire nulle. Nuisances, risques et mythes
seront alors traités de façon très différente. On mitigera la criticité des nuisances alors qu'on réduira les risques en jouant à la fois sur la criticité et la probabilité d'occurrence. Quant aux mythes, ils devront être démystifiés à l'aide de mesures démonstratives et d'un plan de communication pédagogique. Un plan d'action sociétale et environnementale commence par recenser et classifier les problématiques. Ainsi, pour les schistes, l'impact en surface, les besoins en eau ou le trafic routier représenteront des nuisances, alors que de potentiels accidents de la route ou la pollution d'une nappe phréatique liée à l'intégrité d'un puits seront considérés comme des risques. Des séismes majeurs, des pollutions de nappes phréatiques directement liées à la fracturation hydraulique sont par contre des mythes. Une fois l'ensemble des problématiques recensées et classées, il faut établir ce qu'on appelle un état de référence, une baseline, afin de discriminer les risques potentiels du projet des problématiques existantes et provenant d'autres activités. L'état de référence va couvrir de nombreux aspects environnementaux comme la qualité de l'air et la qualité de l'eau, mais aussi sociétaux et économiques comme la santé, le logement et l'emploi. L'état de référence sociétal couvre aussi la cartographie de toutes les parties prenantes et notamment les communautés locales directement impactées par le projet. Anticiper leur perception est l'une des clés de la future visibilité d'un projet. Vous trouverez les informations détaillées dans mon ouvrage « Gaz et pétrole de schiste en question » paru aux éditions Technip. Il est disponible en français et en anglais, en librairie et sur le net. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Il sera consacré à la problématique générale de l'eau et de la potentielle pollution des nappes phréatiques.